Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette nouvelle conversation de coaching. Aujourd'hui, on reçoit Louise Varagnolo, qui est une ancienne cadre de la fonction publique. Alors, bonjour Louise. Bonjour, comment ça va? Ça va très bien. Je suis très contente de te recevoir. On reprend 2021 avec cette rencontre-ci qui va être la vulnérabilité linguistique. C'est bien de l'appeler vulnérabilité linguistique. En principe, la façon dont on l'adresse, c'est l'insécurité linguistique, mais ça fait aussi allusion à la vulnérabilité. Donc, oui, une petite biographie langagière. Je suis née à Montréal d'une mère québécoise, francophone, et d'un père italien, vénitien. Puis j'ai appris l'anglais à l'école. Donc, on parlait français à la maison. En Italie, quand on y allait, je parlais italien. Puis c'est ça. L'anglais a été une langue que j'ai étudiée quand j'étais jeune, jusqu'à l'université. J'ai toujours donc eu un intérêt là, sur l'identité culturelle, le multiculturalisme, la linguistique, ça m'intéressait. Ça vient sûrement des observations anthropologiques que j'ai eues vis-à-vis de mon père dans son apprentissage du français. Je l'ai vu prendre des risques, j'ai vu sa résilience vis-à-vis les erreurs et je l'ai souvent taquiné. Mon père, il ne pouvait pas dire « tu ne peux pas », il disait « t'y peux pas ». Ou bien il disait les fiançages et non les fiançailles. Puis il me disait que c'était plus logique vu qu'on disait mariage, pourquoi pas fiançage. Donc, la langue a toujours été un topo d'intérêt. Et j'ai joint la fonction publique il y a environ 25 ans en tant que responsable d'un projet de haut niveau et de grande visibilité. C'était associé à la création du territoire du Nunavut. Donc, je n'avais jamais travaillé en anglais. J'étais très intimidée, surtout à la production des nombreuses notes de brefage qu'il fallait que je rédige en anglais, en français aussi, mais en anglais. Donc, j'ai eu plusieurs ratés, mais à cause d'un directeur soutenant, de son leadership, puis de ma capacité personnelle à rebondir, j'ai fini par apprivoiser ma propre insécurité linguistique. Et il y a quelques années, j'ai été nommée championne des langues officielles au sein de mon organisation par ma sous-ministre. Puis moi, j'ai fait des études en processus d'apprentissage, en design, j'ai étudié en psycho, neurolinguistique. Donc, je trouvais ce défi-là très intéressant à relever. Puis, je me sentais bien outillée pour influencer la conversation sur les langues officielles au sein du gouvernement fédéral, puis d'amener une perspective différente. Donc, j'ai influencé le sujet de la journée de la dualité linguistique à l'époque, il y a environ 3-4 ans, et j'ai demandé qu'on parle de l'insécurité linguistique ou de l'angoisse langagière. Là, il y avait plusieurs nomenclatures. Puis j'ai invité des experts de l'Université d'Ottawa, il y a eu des témoignages de fonctionnaires. Donc, ça a eu un bon impact, puis ça a fait boule de neige. J'ai eu plusieurs appels suite à ça. Puis, il y a quelques années, il y a eu un sondage du Commissariat des langues officielles en 2019 au sein de la fonction publique fédérale et ils voulaient connaître quelle était l'utilisation de la langue, des langues officielles dans le milieu de travail. Ils ont eu 11 000 réponses. Et ça a donné, ouais, ça a été vraiment, ils n'en revenaient pas, là, parce que c'est sûr qu'on est 200 000, mais quand même. Il y avait donc un besoin évident d'en parler. Et on a eu donc beaucoup de données sur l'inconfort et l'insécurité des francophones et des anglophones à parler leur première ou deuxième langue officielle. Donc, moi, j'ai pris ma retraite en 2019, puis j'ai eu un appel du Centre d'excellence en langues officielles du secrétariat du Conseil du Trésor pour être conseillère stratégique sur ce sujet, ce que j'ai accepté avec plaisir. Donc, la première chose que j'ai faite, ça a été de créer un groupe d'intervention interministériel, puis ça a été le début de l'aventure. Fantastique. Puis, tu as une formation aussi en coaching, hein?
Oui, je suis récemment certifiée de Intégral Canada, donc je suis coach en développement intégral, en effet, qui a beaucoup influencé ma façon justement de voir comment on pourrait soutenir les gens qui souffrent de l'insécurité linguistique. Fantastique, parce que je trouve que c'est une occasion parfaite de faire le lien, le nexus entre une thématique aussi importante que celle-ci et justement l'outil que procure le coaching, puis voir comment qu'est-ce qu'on peut faire avec ça éventuellement. Fait que justement, peux-tu nous parler dans le fond de la problématique, pourquoi c'est important, puis peut-être le lien aussi avec le coaching dans une deuxième partie? Oui, d'accord. Ben, si on s'imagine le fait que la personne qui vit fréquemment un sentiment d'infériorité, qui a peur de faire des erreurs, qui a peur de déranger, de déroger, d'être discriminé à cause d'un accent X, qui a peur d'être perçu comme moins intelligent ou intelligente, ça a des conséquences très importantes dans le milieu de travail. Puis, la recherche du commissariat démontre que cette conséquence-là peut mener à l'abandon d'une langue pour éviter le sentiment d'insécurité. Donc, les personnes peuvent juste décider de ne plus utiliser la langue qui suscite cet inconfort-là. Alors, c'est vraiment l'insécurité linguistique, c'est une des causes les plus importantes qui limitent l'usage effectif des deux langues officielles au sein des institutions fédérales qui se veulent diversifiées et inclusives. Donc, ça, c'est vraiment la raison qu'on se penche vraiment sur la problématique. Puis ensuite, le commissariat, suite au sondage, ils ont décidé de faire leur propre recherche, de proposer des solutions. Donc, ils ont développé une infographie, un concept qui est assez percutant en ce qui a trait au contexte organisationnel de la fonction publique. Il parle de deux choses sur un continuum. Il parle d'un cycle vicieux versus un cycle vertueux. Donc, le cycle vicieux, c'est lorsque l'organisation ne favorise pas l'utilisation des deux langues, que ce soit par les modèles de la haute gestion, par peu d'attentes vis-à-vis des employés, par une absence peut-être de valeurs démontrées, vécues de la dualité linguistique. Donc, à cause du cycle vicieux organisationnel, la conséquence, c'est que ça a un impact sur la confiance d'utilisation et la perte des compétences. Tandis que sur le spectrum, si on veut renforcer la sécurité linguistique, donc le milieu de travail fait référence à un cycle vertueux où la culture organisationnelle encourage l'utilisation des deux langues, les leaders prennent des risques. Donc, ça contribue au sentiment de confiance puis au maintien de développer des acquis. Donc c'est intéressant cette façon qu'ils ont, en très peu de mots, c'est une belle infographie, à démontrer de passer d'un cycle vicieux à un cycle vertueux. Et comment, excuse-moi, oui? Tu allais dire ça, justement, comment est-ce que le coaching ou l'outil du coaching peut aider ou a aidé jusqu'à maintenant? Oui, bien, c'est ça, on aime la question, puis c'est pour ça que c'est très excitant d'en parler toutes les deux, parce que c'est quand même, on s'est fait qualifier d'ingénieux d'amener le coaching afin d'apprivoiser ce sentiment-là. Donc, comme j'ai indiqué au début, on a créé un groupe d'intervention interministériel. Le mandat, c'est de se pencher sur le phénomène, bien le comprendre, puis proposer des pistes de solutions, un petit peu comme un laboratoire qui se penche sur la création d'un vaccin pour vaincre le virus de l'insécurité linguistique. Donc, on est à consolider divers produits, dont 2 sont en effet soutenus par une posture de coaching. Donc,
Dans la recherche, on a découvert ou on a confirmé qu'il y a plusieurs causes individuelles qui sont liées à l'insécurité linguistique. On peut parler de traits de caractère, les gens qui sont introvertis, timides, perfectionnistes, compétitifs ont plus de chances de vivre le phénomène. L'ego. Les enfants ont ce qu'on appelle un ego dynamique, c'est-à-dire qu'ils se préoccupent peu de la critique ou de l'image qu'ils ont vis-à-vis de l'extérieur, tandis que l'adulte a un ego langagier, c'est-à-dire qu'il est très conscient de son image lorsqu'il communique, lorsqu'il y a des risques de se montrer vulnérable. Ensuite, il y a la mentalité figée et la mentalité de croissance. Donc, il y a des gens qui considèrent qu'ils doivent constamment prouver ce qu'ils savent au lieu de s'améliorer et de prendre des risques pour apprendre autre chose. Ça aussi, c'est un continuum. Il y a l'environnement, on vient d'en parler. Puis aussi les croyances limitantes qu'on appelle en coaching de diverses natures. Il y a des gens qui considèrent qu'ils ne sont pas assez intelligents, qui n'ont pas assez de talent, puis il y a toutes sortes d'autres types de croyances. Donc, à partir de ça, notre prémisse, c'était que le coaching, il pouvait offrir aux personnes l'occasion d'être soutenues sans jugement dans leur réalité à communiquer, de prendre du recul, d'apprendre de leur dynamique personnelle, ce qu'on appelle en coaching, dans mon école de coaching, current way of being, d'appliquer des nouvelles stratégies, de développer des nouvelles attitudes, ce qu'on appelle new way of being. Donc, avec la plateforme du cercle de coaching, par exemple, on offre la possibilité d'explorer des nouvelles perspectives, de prendre des risques, de tenter de mieux s'affirmer, d'accepter de se montrer vulnérable, de faire preuve de courage, d'accepter qu'on chute souvent quand on apprend une langue. Donc, puis on croit que si les individus développent ces nouvelles attitudes, ben, ça va avoir un impact sur les organisations en vue de créer les conditions gagnantes d'être dans un environnement linguistiquement inclusif. Super intéressant. En fait, on pourra en parler longuement. Puis j'ai l'impression aussi, Louise, que ce que tu décris ici pourrait être appliqué à tellement d'autres problématiques où est-ce que le coaching, justement, pourrait servir que, en fait, c'est sky's the limit, le ciel est la limite, si on peut dire ça comme ça en français. Dis-nous, puisqu'on on voulait surtout donner le goût aux gens d'explorer ça davantage, tant la thématique que l'outil de coaching, est-ce que tu aurais des pistes? Si quelqu'un est intéressé à la question, à faire partie de cercle de coaching là-dessus ou d'en faire pour des thématiques similaires, ou est-ce qu'il pense que le coaching pourrait être appliqué? Qu'est-ce que tu nous suggères? Peut-être 2-3 pistes de réflexion ou d'action? Oui, ben j'aime bien cette question parce que ça nous permet un peu de tester nos croyances. Alors, je me suis dit que j'allais utiliser le coaching qui renvoie à l'art du questionnement, puis d'amener quelques questions sous 3 piliers dont on fait la promotion dans nos cercles de coaching. Mais avant, on s'est influencé de certaines composantes, dont la résilience, la capacité de rebondir suite à l'échec fondamental en apprentissage de langue seconde et en communication. L'expression courageuse, la vulnérabilité, on considère que c'est vraiment la plaque tournante que les gens soient capables d'être authentiques et fidèles à leurs valeurs. Puis la mentalité de croissance qu'on appelle en anglais de growth mindset, de voir l'erreur comme faisant partie du parcours d'apprentissage et de croissance personnelle. Donc, 3 piliers qui pourraient être d'intérêt, d'exploration si les gens sont ouverts à voir le coaching dans un milieu d'insécurité linguistique, la conscience de soi. Donc, la question, quelles mesures adoptez-vous pour calmer votre esprit lorsque vous êtes stressé?
Et comme vous avez dit précédemment, ça peut s'appliquer. Le stress ici est très large, mais là, nous, notre intérêt, c'est en communication. Donc, la recherche neuroscientifique fait valoir l'importance de porter notre attention à nos pensées. Quand on parle du hamster qui roule, là, donc de plus en plus, en coaching, on met beaucoup l'emphase sur porter notre attention à nos pensées intérieures, nos émotions, nos réactions physiologiques et leur impact sur notre bien-être et nos facultés. Donc, comme conseil, il s'agit de réduire la voix intérieure qui sabotage la volonté à communiquer. Il y a beaucoup de recherches qui est faite là-dessus. Ça s'appelle Willingness to Communicate. Donc, le plus grand allié, c'est la respiration. Donc, prendre conscience du petit hamster qui dit non, 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 vous prenez pas de risque, vous allez perdre la face, vous allez être ridicule. Et donc, contrôler cette voix-là par la respiration, le présentiel, la pleine conscience. Ça semble très léger hein, comme conseil, mais on a fait des tests et c'est extrêmement percutant comme transformation. Puis vous dire très gentiment à vous-même qu'une erreur de conjugaison ne portera pas atteinte à votre vie et qu'il faut être patient, puis la compassion envers vous-même. Donc, c'est ça serait un conseil pour la conscience de soi. La vulnérabilité, la question, dans quelle mesure êtes-vous prêt à faire preuve de vulnérabilité lorsque vous prenez des risques? Puis ici, il s'agit de mieux comprendre que l'erreur fait partie de l'apprentissage, que surmonter la peur fait partie du courage et de l'acceptation de chuter, puis être soi, authentique et fidèle à ses erreurs ont des répercussions extrêmement positives à vaincre l'insécurité linguistique. On a rencontré des leaders qui nous en ont parlé. On a des preuves qualitatives de ça. Donc, conseil, donnez-vous quelques pratiques quotidiennes où vous pourrez faire preuve de vulnérabilité, de leadership en prenant des risques. Notez ce que vous ressentez, augmentez la cadence. Vous verrez que votre entourage pourra vous imiter et constaterez les effets bénéfiques. Donc, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul sur ce parcours. Puis le dernier, ça serait l'optimisme. Comment allez-vous faire rayonner votre résilience linguistique au prochain défi? Donc, développer sa résilience, c'est se donner la permission de gagner en confiance, de s'épanouir et de maintenir son bien-être. Donc, tentez de remarquer le côté positif de vos efforts, donc la fierté, l'accueil de l'inconnu, et vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler. Puis à partir de ça, on peut vous encourager à célébrer votre volonté à communiquer vos succès par un bain chaud, des morceaux de chocolat ou un bon verre de champagne. Ça, c'est les 3 conseils que je donnerais. Au fond, mes conseils sont pour les gens qui en souffrent, mais on peut transformer ça dans d'autres contextes d'insécurité. Entièrement. Merci infiniment. C'est ce que tu mentionnes, c'est extrêmement précieux. C'est les grands outils que nous donne le coaching, puis de faire le lien avec la neuro-linguistique et tout ce qui est la neuroscience, tout ce qu'on est en train d'apprendre. Ça rend l'explication beaucoup plus solide, puis ça permet à tout le monde de se connecter d'une façon ou d'une autre avec ce que tu nous dis et de l'appliquer à d'autres domaines. Alors, merci infiniment, Louise, et on te souhaite une bonne continuité le plus longtemps possible comme heureuse retraitée à contribuer au travail de la fonction publique, et on se retrouve dans d'autres rencontres, conversations de coaching peut-être. Merci bien, Pascal. À bientôt. Au plaisir. Au revoir.